Bonjour, est-ce que vous nous entendez bien? Yes, super. Je pense qu'on est bon, Dan. Bonjour Isabelle. Ok, c'est bon. Tac, tout le monde. Je pense qu'on est bon. Alors, écran caméra, plein écran. Bonjour. Super. Moi, je pense qu'on va pouvoir commencer. On va pouvoir commencer tranquillement. Gérer. Alors, on va présenter tout ça. Partager. Présentation webinaire. Voilà, on est bon. Super. Bon, bonjour à tous. Et merci du coup de participer à ce webinaire, les grandes difficultés des structures médicalisées. Donc aujourd'hui, l'idée c'est de discuter ensemble, de discuter surtout avec Danae, qui me fait le plaisir de prendre un petit peu de temps pour parler de son quotidien en structure. Donc bonjour, salut Dan, ça va? Bonjour à tous. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, du coup, est-ce que tu peux te présenter, me donner ton parcours et me dire ce que tu fais du coup au quotidien? Alors, tout d'abord, avant d'arriver chez Jib, j'étais assistante de vie comme travail étudiant à côté de mes études. Puis je suis arrivée chez Jib il y a maintenant 2 ans et demi. D'accord. Et mon rôle, ça va être principalement d'accompagner les structures médicalisées dans la construction et la mise en place de leurs projets domotiques au sein de leur structure. Ok, donc tu travailles avec différents types de structures, c'est ça? Exactement. Tout type d'établissement médical. Donc les hôpitaux, les femmes, les MAS, les CSSR, certains SAMSA aussi. D'accord. Et du coup, tu as différents types d'interlocuteurs, j'imagine. Tu parles avec des soignants, des... Oui, alors à 80%, principalement, le premier contact va se faire avec les ergothérapeutes. Donc, D'accord. ça va être vraiment la personne avec qui je vais parler, construire le projet. Mais il se peut aussi que parfois, il n'y ait pas d'ergothérapeute dans la structure médicalisée. Et donc, je vais directement parler avec la chef de service ou alors le directeur, si je peux être sollicitée aussi directement par un directeur qui a un projet domotique à mettre en place dans sa structure. D'accord. Ok, ok. Top. Du coup, avant peut-être d'aborder le premier sujet, enfin le gros sujet du webinaire, que sont les différents soucis que tu peux sonder toi dans ton quotidien dans les structures médicalisées, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que fait Jib rapidement, de ce qu'on fait, avant d'aborder le sujet principal? Alors, JIP, tout simplement, va permettre de redonner de l'autonomie aux personnes en situation de handicap en structure médicalisée. Mais plus largement, on a d'autres cœurs de métier aussi consacrés sur la commande oculaire et la CAA. On va avoir aussi donc JIP Cols, JIP Homme et JIP Résidence. Donc là, le focus va vraiment être sur JIP Résidence. Et le but, ça va être vraiment d'équiper les personnes de technologies simplifiées et accessibles, dites de contrôle d'environnement, pour redonner de l'autonomie aux résidents. D'accord, donc plusieurs solutions d'un côté pour les particuliers, côté domotique, mais aussi côté retour à la communication, c'est ça, accès à la communication, et des solutions pour les professionnels, pour les structures médicalisées dont on va parler un petit peu aujourd'hui, c'est ça? C'est ça. Super. Du coup, passons un petit peu au cœur du sujet. À travers à travers ton expérience, du coup, ton quotidien en structure, tu y es très souvent déjà. C'est régulier, toutes les semaines, tu es en structure? Oui, toutes les semaines, au moins 1 ou 2 déplacements par semaine, je me rends directement au sein des structures pour échanger avec pour faire des tests, des essais ou échanger avec D'accord. les résidents. Puis après, tout au long de la semaine, j'accompagne, je suis l'évolution de mes projets en cours. Donc oui, en 3 ans chez Jeep, j'imagine que tu connais et que tu as échangé avec beaucoup de personnes dans beaucoup d'établissements. Oui, c'est ça. D'ailleurs, Ok. petite anecdote, des fois, je suis des ergothérapeutes qui changent de structure. Ok. Et donc, quand j'arrive dans une autre structure, en fait, c'est parfois des ergothérapeutes avec qui j'ai déjà travaillé sur d'autres projets, etc. D'accord. Donc, au final, le monde est assez petit. D'accord. D'accord. Est-ce que tu peux nous
Bonjour, on ne voit pas le diapo. Ah. Partager. C'est bizarre. Pas le diapo. Partager. Tableau, partager. Partage d'écran. Non. Normalement, on devrait voir le diapo. C'est assez étrange. Là, on vient de changer de slide. Est-ce que vous pouvez nous confirmer que vous ne voyez pas le diapo? Ah si, je vois. Bon, super. Ah, peut-être que c'est Héloïse qui ne voit pas le diapo. Non, alors. c'est top. Je pense que c'est bon. En fait, c'est parce qu'on était sur l'ancienne slide. Ah, d'accord. Je pense qu'on est top. Du coup, bon, par rapport à Oui. cette expérience, est-ce qu'on peut discuter un petit peu des différentes difficultés, des soucis que tu peux sonder toi là? Tu n'es pas à l'intérieur de ces structures, tu n'y travailles pas, mais j'imagine que à travers toutes ces discussions, tu as pu te faire une idée des grands soucis du quotidien des établissements de santé. Oui, alors tout d'abord, il va y avoir le manque d'effectifs. Ouais. Souvent, ce qu'on va pouvoir me dire, c'est le projet est super, ça nous intéresse, mais on n'a pas le temps. Donc, manque de temps et personne à consacrer au projet, en fait. D'accord. Et puis surtout... Alors, pour préciser un petit peu avant, donc toi, tu te déplaces, quand tu te déplaces, généralement, c'est pour discuter d'un éventuel projet d'installation domotique et c'est pour sonder les besoins des structures, c'est ça, hein? Oui, mais avant tout aussi faire une présentation. Déjà D'accord. expliquer qu'est-ce que c'est la domotique et qu'est-ce Ok. que ça peut apporter. Parce qu'un autre souci, entre guillemets, que je peux constater aussi en structure médicalisée, c'est aussi le manque de connaissances. Donc, Qu'est-ce que tu entends par manque de connaissances? tout simplement, les personnes ne savent pas que ça existe ou que c'est possible. Ils se disent, Tu parles des outils, c'est ça? les outils qu'il est possible de mettre en place. Ou alors, il y a des fausses idées aussi, comme quoi c'est extrêmement cher de mettre en place de la domotique. Ah oui, donc c'est bon, Ouais, le diapo c'est bon. fonctionne bien. D'accord. Comme quoi, c'est compliqué de mettre de la domotique en place dans sa structure, que ça coûte cher, et surtout aussi que c'est pas compatible forcément avec le public. Enfin, le D'accord. public type dans leur structure, il y a beaucoup parfois de fausses croyances comme D'accord. celle-ci. Et moi, mon but, c'est quand j'arrive dans une structure, c'est déjà de faire un premier diagnostic, mais ça se fait naturellement par les questions que je pose, que je vais orienter. J'arrive vraiment à savoir un petit peu si c'est compatible ou pas. Et puis, j'explique ce qu'est la domotique, ce que ça permet de faire et ce que Jeep peut apporter aussi. Donc, dans avant une même structure. de parler de domotique, si on se recentre sur les structures, donc en termes de soucis, tu me dis un manque d'effectifs, ça on le voit Oui. partout, Donc ça, c'est, on le ressent. Et en fait, le manque d'effectifs découle sur un manque de temps. Donc ça, en D'accord. fait, c'est lié. On entend souvent dire que, moi je sais que c'est quelque chose que j'ai souvent entendu, c'est que typiquement les cadres de santé n'ont jamais le temps. C'est des gens qui sont débordés. Les directeurs, tu as du mal à les avoir peut-être un petit peu de temps en temps? Oui, les directeurs, souvent, il faut savoir qu'en plus, ils peuvent être amenés à diriger 2-3 structures. D'accord. Donc parfois, ils sont sur site une journée ou deux. Donc c'est vraiment pas facile pour eux sur le peu de temps où ils sont présents sur la structure, de nous accorder un peu de temps. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de projets où je rencontre les directeurs ou directrices vers la fin du projet, parfois même. Donc mais le plus tôt je peux les intégrer dans le projet, le mieux c'est. Et il y a les ergothérapeutes. Parce que du coup, aussi. j'imagine que tu peux leur parler des éventuels bénéfices que ça va leur apporter à eux aussi en tant que directeur, c'est ça? C'est ça. Après, les directeurs, quand j'échange avec eux, en général, ils ne doutent pas de ce que ça peut apporter. Ok. Mais là où c'est un autre souci qui entre en jeu, ça va être le manque de moyens. Donc c'est pour ça que parfois les directeurs ne cherchent pas à aller plus loin. C'est qu'il n'y a pas de budget, il n'y a pas de budget. Donc Ouais, ils alors avortent complètement le projet parce qu'il n'y a pas de budget et qu'ils ne voient pas l'intérêt. c'est quelque chose qu'on entend beaucoup là dans les médias depuis la crise du Covid, etc. Le fait qu'il n'y a pas de budget, il n'y a pas de moyens, tu le ressens sur le terrain dans les structures où tu vas? Oui, oui, terriblement. Parfois même, je vais construire des projets qui au final tombent à l'eau parce que, hop, priorité à la médecine, priorité à d'autres besoins qui sont plus urgents que la domotique ou le contrôle d'environnement. Ouais, je comprends. Parfois même juste rénover le bâtiment, enfin ça dépend, mais il y a plein de choses qui peuvent passer avant la domotique. Et parfois à tort, enfin tout simplement parce que peut-être que la direction ne se rend pas compte de ce que peut apporter le contrôle d'environnement pour les résidents. Mais, On a noté souci de communication. C'est quelque chose que tu vois de temps en temps? Oui, alors ça, en fait, ça va découler du fait, par exemple, je vais construire un projet avec les ergothérapeutes ou les psychomotriciennes et les cadres de santé.
Et on essaye de faire remonter ces besoins-là à la direction, mais la direction va pas forcément être à l'écoute ou va juste être ben oui, mais on n'a pas l'argent, donc c'est pas possible. Et parfois, après, l'équipe paramédicale est fatiguée de tout le temps avoir l'impression d'essayer, mais que ça n'aboutit jamais par derrière. Ils ne se sentent pas soutenus. Le secteur évolue beaucoup aussi, les métiers évoluent beaucoup. On a une espèce de financiarisation de tout ça, j'ai l'impression. Comment ? Le milieu de la santé devient. Je sais qu'il y a ces systèmes, je crois, de tarification à l'acte. Enfin, il y a beaucoup de choses qui font qu'il y a de plus en plus de pression, il me semble, sur le personnel soignant pour les soins, pour ce genre de choses, pour aller plus vite. Oui, et puis surtout, ils sont moins. Donc, Ouais, ils sont de moins en moins. Et ils font face parfois même à un turnover. Ça m'est arrivé aussi d'avoir des projets qui sont mis en stand-by parce qu'il n'y a plus personne et qu'ils peinent à recruter des ergothérapeutes. Et donc, j'ai encore plein de structures où il y a des postes d'ergothérapeutes ouverts et ils n'arrivent pas à recruter. D'accord. Aussi. Donc, il y a vraiment un problème pour la crise sanitaire pour le personnel soignant. De toute façon, je bien connu de tous. Ouais. Du coup, ce qui est intéressant, finalement, c'est d'aller creuser un petit peu. C'est qu'en fait, ces différents soucis, quelles sont les conséquences de ces différents soucis? Donc, je sais qu'on en a noté quelques-uns aussi. Hop. Alors, les conséquences, parfois, elles vont être... directement, ça va impacter le patient. Donc, le résident qui va, lui, ne pas bénéficier des aides techniques qu'il pourrait bénéficier. Par exemple, on avait fait une simple étude où seulement 20% des personnes dans le besoin d'aide technique en bénéficient. Après, pour plusieurs raisons, hein. Souvent le coût financier ou le manque d'accompagnement, etc. Mais ça a une répercussion directe sur le résident, son bien-être. Ça m'est arrivé de faire des structures où on a des résidents qui perdent goût à la vie, tout simplement parce qu'ils se retrouvent dans leur lit toute la journée, en perte d'autonomie totale, bloqués par exemple sur la chaîne des infos parce qu'ils ne peuvent pas changer tout seuls et qu'ils attendent qu'une simple personnel paramédical ou même aide-soignante passe pour demander à changer. Et comme ces personnes sont déjà sollicitées, les résidents n'osent pas forcément déranger ou solliciter l'appel malade juste pour changer de chaîne. Et après, au contraire, d'autres vont le faire juste pour baisser un peu le volet, le lit, etc. Et ça va surcharger les équipes paramédicales. Et donc là, c'est... Oui, parce que j'imagine qu'il y a beaucoup d'actes chronophages comme ça, et entre guillemets, les équipes soignantes n'ont pas que ça à faire, elles ont plein de choses à faire. Et même pour les équipes soignantes, ça devient difficile pour elles, sur un simple appel malade, de prioriser un appel qui va être juste pour changer de chaîne et en fait une personne qui est en danger. Parfois même après, l'appel malade perd son sens dans les centres que j'ai pu visiter, où on me dit, mais on n'arrive plus à différencier, on ne sait pas si c'est une urgence ou pas. C'est pas forcément évident pour le personnel paramédical par la suite. Et donc le but du contrôle d'environnement et de la domotique, c'est si on peut décharger au moins sur ces petites actions du quotidien, la télévision, les volets, la lumière, ça permet de... Voilà. On a noté du coup aussi du personnel en perte de sens et du personnel qui n'a pas le temps de se former, du coup. Oui, alors ça c'est un deuxième point aussi. La plupart du temps, les ergothérapeutes, le personnel est en demande, mais dans leur formation, par exemple les IFE, il y a très très peu de modules consacrés à ça. Tu parles du contrôle d'environnement. Oui, à la domotique, les nouvelles technologies, etc. Il y a un manque cruel de formation pour ces personnes-là. Et même sur place, j'ai quelques ergothérapeutes qui arrivent à demander des formations auprès de leur directrice, mais c'est compliqué. Et pourtant, il y a une demande au final. C'est lié au manque de budget, au manque de temps, j'imagine. On n'a pas le temps pour la formation, vu qu'on doit s'occuper aussi des patients. Oui, et puis de coûts aussi, je pense. Il faut que parfois, je sais même, il n'y a pas beaucoup de formation à disposition, même je pense, pour la domotique en personnes spécialisées dans le credo des personnes en situation de handicap. Je comprends, mais j'imagine que pour la formation, ça touche à tout type de formation, c'est pas que la domotique, ils ont moins le temps de se former globalement, j'imagine. D'accord. Donc une qualité des soins affectée, des familles mécontentes? Des familles mécontentes, oui, c'est-à-dire qu'en fait, il y a certaines structures où les familles sont dans l'attente de modernité, entre guillemets, pour leurs résidents, qui puissent avoir plus d'autonomie, des choses parce que simples. La seule chose que voit la famille, finalement, c'est le bien-être de son proche. C'est ça.
Et même parfois, il y a des choses assez merveilleuses qu'on peut voir, des personnes. Moi, par exemple, j'ai équipé une personne tétraplégique qui avait une simple commande au menton. D'accord. Et on l'a équipée de contrôle d'environnement. Et elle a pu reprendre le contrôle sur toute sa chambre en D'accord. restant dans son fauteuil, toujours avec la même installation. Et on a pu lui donner la possibilité. Sont des modules. Ah oui, On répondra aux d'accord. questions plus tard. On regardera plus tard. D'accord. Merci, merci Maggie. Donc, je disais, oui, voilà, parfois avec des simples. Là, une personne tétraplégique qu'on a équipée et qui peut redonner accès à vraiment toute sa domotique et son contrôle d'environnement, sa lumière. Et ça redonne un petit peu goût à la vie aussi. Ouais, je comprends. Du coup, ce qui est intéressant de se dire par rapport à tout ça, on sent que tout ça est un cercle un petit peu cercle vicieux. Voilà, manque de temps, manque de moyens, du coup une perte de sens, perte de la qualité des soins pour les patients. On peut se dire qu'il y a certainement plusieurs solutions qui existent. Il y a des solutions auxquelles on pense, recruter davantage, ce genre de choses, j'imagine. Mais donc nous, on a imaginé modestement une solution qui n'est pas une solution à tout, mais qui peut apporter son aide, qui est le contrôle de l'environnement en résidence. C'est ça. Le C'est contrôle de ça. l'environnement en structure médicalisée, parce que je dis résidence, mais ça peut être adapté à d'autres types de structures aussi. Donc, est-ce que tu peux un petit peu nous parler du contrôle d'environnement? Qu'est-ce que c'est le contrôle d'environnement? Alors, le contrôle d'environnement, ça va tout simplement permettre à un résident en structure médicalisée de reprendre le contrôle sur donc son environnement, ses lumières, sa porte de chambre, sa télévision, ses volets, son appel malade aussi, qui D'accord. pourra être déclenché. Et le but, c'est vraiment de regrouper tout ça sur une interface numérique simplifiée, dite accessible. Et cette interface qui va rester le cœur donc, du contrôle d'environnement pour être compatible avec un panel d'outils d'interaction diverses et variés qui pourra s'adapter vraiment à chaque pathologie et spécificité du résident. Qu'est-ce que, en termes de moyens d'interaction, tu penses à quoi par exemple? Au contacteur, donc simplement via un simple contacteur, parfois micro-pression ou alors classique, pouvoir avoir un défilement automatique avec un retour vocal et pouvoir activer l'objet qu'il entend et qu'il souhaite activer. En commande vocale aussi, donc via sa commande de fauteuil roulant, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, ou en commande oculaire également, ou directement tactile. Ça, c'est voilà, plusieurs types d'interactions possibles. Et du coup, en quoi, selon toi, le contrôle de l'environnement peut atténuer les différents soucis dont on a parlé? En quoi ça peut aider à peut-être en résoudre certains, ou du moins à aider les équipes paramédicales et les patients? Déjà, les résidents, ils reprennent confiance en eux. Donc, il y a un bien-être qui s'installe et qui se remarque chez les résidents. Moi, je vois le sourire sur les résidents qui sont tout contents et qui montrent à tout le monde leur installation. Ça, c'est vraiment chouette. Ils sont fiers même. Ils sont fiers, regarde. Et après, on voit au final même les résidents qui montrent aux aides soignants ou au personnel du ménage, regarde ce que je peux faire maintenant. Enfin, ils sont fiers de montrer ça. Et ils regagnent confiance en eux. Ils regagnent confiance en eux aussi. Et d'un côté, ça va décharger les équipes médicales qui auront plus de temps à consacrer aux soins, à l'accompagnement des patients, etc. C'est-à-dire qu'on ne va plus venir te déranger pour ouvrir un volet ou pour changer de chaîne. C'est même pas que ça les dérange. Je pense que juste ils sont surmenés, débordés. Enfin, moi, du peu que j'ai pu sonder, entre les dossiers après MDPH qu'ils doivent rédiger et suivre, puis occuper, même que ce soit juste les ergothérapeutes ou alors les aides-soignantes qui passent, elles sont juste débordées. Je pense pas qu'en soi, ça va les déranger. Et quand c'est 10 fois dans la journée, 15 fois qu'on t'appelle pour changer de chaîne ou ouvrir les volets, et qu'en plus, à côté, tu dois assurer tous les soins et les urgences, à la fin, voilà, n'importe qui serait fatigué. Mais je pense que toutes ces personnes-là, elles aiment leur métier dans un premier temps, en fait. Ouais, je comprends. Et elles sont juste surmenées. Donc, ça, directement, ça découle une meilleure qualité de prise en charge et des soins. Et donc, une satisfaction des résidents et des familles aussi, qui sont du coup contents que... Il t'arrive de discuter aussi avec des familles? Ah oui. Surtout à la fin des chantiers. On va faire un chantier, c'est quand j'installe, quand j'équipe une structure.
Parfois même, on organise des journées portes ouvertes où les familles sont invitées à venir découvrir la domotique sur place, ce qui a été équipé dans les chambres, ce qui va changer pour leurs enfants maintenant, etc. Et ils sont contents de voir tous les progrès qui sont faits aussi et que voilà, les résidents, leurs proches vont pouvoir en bénéficier. Super. Et en parlant de chantier, du coup, est-ce que tu peux nous parler de ton dernier chantier? Oui, alors le dernier chantier, c'est sur La Rochelle. J'y étais la semaine dernière, d'ailleurs. Il n'est pas tout à fait fini, mais bon, j'y retourne demain pour finaliser les 2-3 choses qui restent à faire. Mais donc là, on est sur une structure APF qui avait ce désir de s'équiper en domotique pour le bien-être des résidents. On est sur un FAM, mais il fallait le temps et c'était un projet depuis longtemps qu'ils n'arrivaient pas à mettre en place, que ce soit par les coûts ou alors ils n'avaient aucun vieux système de téléthèse ou autre. Non, il y avait rien du tout. C'est complètement inconnu pour eux, aussi bien du côté des résidents qui, eux, par contre, en rêvent depuis un moment déjà. Ils harcèlent souvent la direction ou le personnel. C'est quand qu'on va pouvoir faire ça tout seul? C'est vrai, il arrive que les patients, les résidents harcèlent la direction pour ce genre de choses. J'ai plein de projets où même parfois, après, les résidents, ils sont déçus parce que souvent, on leur dit oui, l'année prochaine. Ils sont dans une attente. Et il y a une demande qui est forte de certains résidents. Et donc, même parfois, c'est ce qui pousse aussi les ergothérapeutes à faire les premières démarches parce que un tel n'arrête pas de demander, il veut gérer sa télévision tout seul. Et ce qui est drôle, c'est que parfois, je ne sais même pas si les résidents, au final, ils ont conscience de la domotique ou non, mais ils vont juste exprimer leurs besoins. En fait, ils vont juste dire je veux contrôler ma télé. Comment c'est possible? Et après, ça va être à l'ergothérapeute de faire les démarches pour et de voir ce qu'il existe. D'accord. Et du coup, Pierre Garnier, donc le projet, c'était quel type de public accueille l'établissement? Troubles moteurs, troubles cognitifs associés. D'accord. Et un peu de polyhandicap. D'accord. C'est léger. Et donc là, on est sur principalement 25 chambres et on a connecté tout. Donc toutes les lumières dans une chambre, par exemple, on a la lumière du lit principal et de la salle de bain. On va avoir la motorisation de porte, on va avoir les volets, on va avoir la télévision, un ventilateur et l'appel malade et l'ascenseur et le sas d'entrée. Donc et vraiment, du coup, tous les résidents ont une autonomie complète de l'entrée dans la structure jusqu'à leur chambre, etc. Et comment est-ce qu'ils le contrôlent chacun? J'imagine qu'ils sont en fauteuil. Comment est-ce qu'ils contrôlent ça via contacteur ou via leur smartphone? Oui, alors ils sont tous en fauteuil. Et après, ça va dépendre en fonction de la qualification, de l'évaluation qu'on aura faite avec l'ergothérapeute. Donc en amont, quand on construit le projet, on liste les résidents, on va établir par exemple, pour Pierre, ce serait plus du contacteur avec un retour vocal indéfiniment. Pour Marie, ce serait plus ça. Donc, on sonde déjà un petit peu les outils d'interaction qu'on va pouvoir mettre à disposition des résidents, ne serait-ce que même pendant les essais. On va voir si c'est réalisable, si ça fonctionne aussi ou pas. Et donc, il y en a qui vont être avec un contacteur, il y en a qui vont être directement en tactile. D'accord. Cette structure, il se trouve qu'au final, il y a déjà au moins une bonne dizaine, ils ont déjà leur propre smartphone. Donc, au final, là, c'est un apprentissage en moins. Parce que plus on tend à évoluer, plus les smartphones sont de plus en plus présents dans notre environnement, que ce soit des smartphones ou des tablettes. Et donc, tout simplement, on leur télécharge juste l'application, on leur entre les identifiants de la chambre dessus et ils ont accès à tout. Avec tout ça, finalement, qui arrive dans une structure qui, en plus, ne connaissait pas forcément ça au préalable, j'imagine qu'il y a un gros accompagnement, un gros temps de formation, que ce soit pour les patients, pour l'ergo, même pour la direction. C'est quelque chose que tu fais? Oui, alors on prend le temps de former les équipes, mais au final, c'est pas tant que ça une charge énorme d'apprentissage parce que chez Jeep, on fait tout justement pour simplifier l'utilisation et la mise en place. Donc, c'est-à-dire que l'outil va être d'utilisation très instinctive. Donc, c'est-à-dire, en fait, tout semble naturel dans l'utilisation et logique. Donc, c'est pas tant compliqué que ça. Ça m'est arrivé de rencontrer des ergothérapeutes qui me disent on a vu une solution présentée X, et puis au bout de 3 jours, ils ne savaient plus s'en servir. Et ils se retrouvaient seuls. Et manque d'accompagnement aussi. Une fois que tout est installé, ils se retrouvent souvent seuls. Le but chez Jeep Résidence, c'est vraiment on vous accompagne
de A à Z jusqu'à la fin du projet, mais aussi bien après la fin du projet. Vous avez toujours un suivi ergothérapeute et une personne pour répondre à toutes vos questions, un complément de formation, de diagnostic sur, par exemple, une évaluation d'un nouveau résident, du conseil, de l'accompagnement. Donc, c'est bien plus que ça, en fait. D'accord, c'est super. Du coup, on pourrait peut-être parler un petit peu produit, donc tu en as déjà pas mal parlé, mais comment ça s'articule Team Présidence? Donc c'est une application, c'est ça? Donc c'est une application qui permet... C'est ça. C'est une application en fait qui va pouvoir s'installer sur n'importe quelle interface numérique. Donc un smartphone, une tablette, un écran d'ordinateur, par exemple. Et le but, ça va être dessus. Donc l'interface numérique peut être utilisée simplement que pour ça. Donc il y a des cas de figure où au final le résident ne va même pas avoir accès à son smartphone ou bien sa tablette. C'est juste une interface numérique, comme une téléthèse un petit peu du futur, on va dire ça comme ça, avec un écran, voilà, c'est ça, 2.0. Ça peut très bien avoir la même fonction, en fait, juste sur batterie. Et il y a d'autres résidents qui sont déjà dans leur téléphone, donc ils aiment naviguer et switcher d'application, donc ils vont pouvoir tout combiner ensemble. Et donc, ça se présente, comme vous pouvez le voir sur l'écran, avec ces petits objets, donc sa lumière, sa télévision, son volet et son appel malade. On a plusieurs possibilités. Soit il y a des structures qui n'ont pas l'appel malade, qui ne l'intègrent pas, donc il n'y aura que les objets. Et tout est paramétrable et modifiable à 100% quasiment. On peut changer l'ordre des icônes, donc de la lumière en fonction de la priorisation. Par exemple, sur le chantier la semaine dernière à Pierre-Garnier, il y a une résidente qui m'a attrapée à la fin avant que je parte. Elle m'a dit oui, j'aimerais mettre d'abord mes lumières en premier. Et donc, je l'ai fait directement en même pas 2 secondes. En fait, il y a un mode utilisateur et un mode administrateur pour éviter que les résidents aussi suppriment leur compte ou les objets se perdent. En fait, il s'agit d'un bouton caché. Et ça, on le forme, on l'explique très bien à l'équipe paramédicale. En restant appuyé dessus 15 secondes sur un petit bouton en haut à gauche, on va pouvoir tout modifier, le texte, les icônes, etc., pour vraiment personnaliser l'application aux besoins de l'utilisateur. D'accord. Et ça, les résidents n'y ont pas accès théoriquement? Non, c'est difficile pour eux, ils ne le savent pas, et puis on ne leur montre pas forcément. Eux, tout ce qu'ils ont besoin, c'est de contrôler leur objet, et puis c'est tout. Ils ne se posent pas la question de... Et s'ils se posent la question de, pendant le moment où on les accompagne, etc., on voit avec eux ce qu'ils préfèrent, on fait des essais et on leur met en place. Mais le mieux, c'est qu'ils aient une solution opérationnelle, sans se prendre la tête avec d'autres choses à modifier, à mettre en place, etc. Mais alors, du coup, j'imagine l'implémentation d'une solution comme ça, domotique, dans une structure, c'est compliqué, il faut casser des murs. Comment ça se passe? C'est long, Non, alors le but de cette solution, c'est que ça va mettre en avant les nouvelles technologies. Donc, c'est-à-dire que pour la domotique, à 90%, normalement, c'est un protocole KNX qu'on met en place. C'est la première domotique. Bon, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais c'est une domotique avec un câble bus où on va venir domotiser grâce à des impulsions électriques et des cellules infrarouges. Bon, voilà, c'est un peu plus complexe quand on en parle, mais ça, c'est la première domotique qui existe et qui a toujours été mise en place et qui est très lourde d'installation, surtout quand on va venir domotiser en post-construction. Parce qu'il faut, oui, effectivement, casser des murs, etc., mettre des fils. Et donc, nous, on ne se consacre pas à ça du tout. On est compatible avec du KNX. Si jamais il y a du KNX dans les structures, ça m'arrive de faire des projets où on récupère le KNX déjà existant et on vient greffer nos solutions. Mais nous, on ne casse pas de mur, c'est ça? Non, voilà. Nous, on ne casse pas de mur. Ça va être simplement des objets connectés qu'on va venir installer. Donc, par exemple, pour un volet, pour le domotiser, on va changer l'interrupteur. Donc, aussi simplement que ça. Donc, on change l'interrupteur et on va venir mettre un interrupteur connecté, donc en Zigbee. D'accord. Avant, on était sur du Wi-Fi. Donc, c'était le protocole de communication en fait, entre tous les objets et l'interface numérique. Mais on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de structures qui n'ont pas de Wi-Fi. Alors, c'est compliqué. Même si parfois il y a un bon Wi-Fi, tout simplement pour des normes de sécurité, etc., on galérait à avoir les accès. Et donc maintenant, on a changé de protocole, on va être sur du Zigbee. C'est la même chose, avec moins de complications. Voilà, pour faire simple. Et par exemple, si on prend ta résidence, ton foyer d'accueil médicalisé de la semaine dernière, combien de temps ça prend finalement pour équiper 25 chambres? Une semaine. Une semaine. C'est relativement rapide. Le gros du chantier, tout est fini. Et puis après, 3 à 4 jours, 2 jours, on va dire, pour finaliser,
terminé de tester toutes les chambres. Parce qu'une fois que tout le chantier est installé, on va tester vraiment toutes les chambres, tous les objets qui sont mis en place pour être sûr que tout fonctionne, etc. D'accord. Donc l'accompagnement jusqu'au bout et l'évaluation du chantier. D'accord. Il y a une question, je pense que pas mal de gens se posent, et c'est quelque chose que je pouvais me poser avant d'arriver chez Jim aussi. Ça coûte cher. Ça coûte cher de domotiser une résidence, une structure médicalisée. Est-ce que ça coûte si cher que ça? Non, ça coûte pas du tout. Enfin, ça reste un budget, hein, je ne vais pas vous dire c'est gratuit, mais ça reste relativement abordable. Avec un petit budget, on peut faire quelque chose de très bien quand même. En moyenne, pour une chambre, juste pour donner une idée, on peut s'en sortir, pour donner une fourchette assez large en fonction de ce qu'on va mettre dedans, entre 800 et 1000 euros par chambre. D'accord. Donc ça, c'est vraiment le tarif de base pour domotiser les lumières, le volet, la télévision, une interface numérique de contrôle fournie, si jamais, parce que les résidents, après, ils n'ont pas forcément de smartphone déjà dans les chambres, et un ventilateur, etc. D'accord. C'est moins cher que toute la domotique qui existe depuis longtemps et qui a été... qui est un peu plus présente dans les vieilles structures avec des télétests. Oui, mais ça sera toujours moins cher que du KNX, ça c'est sûr. D'accord. Après, le KNX, c'est très bien, mais c'est vrai que c'est cher. C'est assez onéreux, et surtout, on peut se retrouver parfois limité dans les outils d'interaction. Et surtout là. À la base, le KNX, en fait, ça va être un système de domotique qui est mis en place, mais sans contrôle d'environnement. C'est-à-dire, voilà, les lumières, etc., tout est mis en place. Et après, il faut mettre le contrôle d'environnement en plus. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de chantiers, par exemple, que je récupère, où toute la structure est domotisée. Mais ça m'arrive même dans un centre en ce moment à Paris, mais ils ne savent même pas. En fait, ils ne savaient même pas que leur structure était domotisée. Ah oui, d'accord. Parce que, comme souvent, ça va être deux entités différentes. Donc, le lot électrique, par exemple, pendant la construction, qui va tout domotiser. Donc, tout est domotisé, tout fonctionne très bien. Et après, il n'y a pas d'interface pour utiliser, de contrôle d'environnement. Il n'y a rien qui est mis en place par dessus. Ils ne le savent même pas. Donc, je suis arrivée, je faisais une visite technique. Et je fais, mais tout est domotisé chez vous. Ah bon Et ils ne le savaient pas. Et il y avait juste, apparemment, il y a 10 ans, un résident qui avait une téléthèse, mais ils ne font même pas le lien. Et ça, c'est, voilà, encore une fois, il y a du turnover. Parfois, le personnel change. La communication n'est pas là. Les techniciens, ça change aussi. Ils ne savent plus que c'était domotisé. Et en plus, le KNX, c'est relativement cher. Il y a des projets KNX que j'ai vus, ça me table jusqu'à 200 000 euros juste pour une structure. Hein. Le KNX peut être très, très cher. Alors que, voilà, nous, on essaye d'être vraiment plus abordable et accessible au niveau du... En sachant qu'il y a des financements qui existent. Les gens avec qui tu discutes, généralement, rares sont ceux qui payent en fonds propres. J'imagine qu'il y a des appels à projets, ce genre de choses. Oui, alors ça, déjà, quand... Ça peut être la domotique, le projet domotique peut être inclus dans les plans de financement des structures. D'accord. Je ne sais plus le terme exact, mais tous les ans, quand les structures tablent leur investissement et leur budget, ils peuvent intégrer la domotique dedans. Si jamais ils ont omis d'intégrer la domotique dans leur priorité ou comment ils ont tablé leur budget. Et voilà, PPI, merci. Le plan pluriannuel d'investissement. C'est ça, exactement. Okay. Mais après, des fois, c'est des plans CEPOM aussi, si je ne dis pas de bêtises. Enfin, j'ai travaillé avec une structure où c'était en CEPOM, c'était tous les 5 ans, etc. C'est vrai que c'est assez complexe. Ça, je ne maîtrise pas forcément à 100%. Mais donc, soit il y a ce cas de figure où la direction a déjà mis dans le projet la domotique et a déjà fait valider tout ça par les financeurs. Donc là, c'est plus simple pour la structure d'intégrer la domotique. Après, il y a un autre cas de figure où la structure n'a pas du tout pensé à intégrer la domotique dans son PPI, mais peut quand même, grâce à des appels à projets, parfois des demandes de crédits non reconductibles, des demandes de crédits non reconductibles auprès de l'ARS, etc., aux diverses aides qui sont mises en place. C'est principalement l'ARS et le département, souvent, je crois, non? Oui, souvent, c'est ça. Et parfois même des fonds privés. Ça arrive, on a des appels à projets de fonds privés où les structures peuvent postuler. J'ai fait ça sur Bordeaux. J'ai une structure qui, grâce à un appel à projet qu'on lui a partagé, en fait, c'est une structure que j'accompagnais déjà depuis un moment. On avait construit le projet et le projet a été mis en stand-by à cause justement du manque de financement. D'accord. Mais on avait déjà tout construit avec les ergothérapeutes. Vraiment, tout était mis sur les roulettes. Et donc, toujours, ça fait un peu de déception du côté de l'équipe paramédicale en mode, bon, ben voilà, tout est stoppé parce qu'il n'y a pas d'argent.
Et quand j'ai eu cet appel à projet et que je vois que la structure rentre dans les cases, etc., je l'ai partagé. On a juste, du coup, envoyé tout le projet qui était déjà fait et ils ont une enveloppe de 10 000 euros. Donc, quand même, et avec 10 000 euros, on a pu faire 5-6 chambres en fonction de plein d'autres choses qu'on a mis en place, etc. Donc, ça permet de faire pas mal de choses. Et la structure, on n'a pas dépensé un sou. C'est super. Oui, donc voilà. Il restait même du budget et ils ont fait autre chose avec, je crois. On n'a même pas tout dépensé pour faire seulement 5 chambres. Donc, il y a plein de solutions qui sont possibles, même si la domotique n'a pas été inclus dans le PPI dès le début. D'accord. Top. Écoute, je crois qu'on arrive à la fin de cette présentation avec la petite phrase, on va dire, qui résume l'activité de JIP, rapprocher l'univers de la technologie et le monde du handicap pour favoriser une autonomie accessible à tous. Peut-être qu'on peut passer aux questions. Si certains d'entre vous ont des questions, tu veux bien leur répondre? Oui. Alors, mais déjà, je vais répondre à Maggie, effectivement, qui nous informe que dans les nouvelles formations d'ergothérapeutes, il y a des modules domotiques qui sont intégrés, alors qu'avant, ils n'étaient pas. Donc, on m'en a parlé déjà, mais les retours que j'ai eus sur certains de ces modules, c'est que parfois, c'était trop léger ou que c'était pas assez approfondi par rapport à tout ce qui existait encore, ce qui était possible. Mais c'est déjà un bon début qu'on commence à avoir des modules domotiques, effectivement, dans les formations auprès des IFE. D'accord. Donc, c'est déjà bien. Après, peut-être continuer, mettre de la pratique en place et continuer de former les ergothérapeutes, parce qu'au final, c'est les premiers qui sont un peu sur la ligne de front, tous les jours, qui sont avec les résidents et qui sont avec les résidents et qui vont mettre la domotique en place. C'est essentiel d'avoir vraiment un ergothérapeute. Enfin, moi, je le vois. J'ai des projets sans ergothérapeute et avec ergothérapeute. C'est beaucoup plus fluide et l'accompagnement est plus simple quand il y a des ergothérapeutes parce qu'ils ont vraiment le temps. Enfin, ils essayent d'avoir le temps malgré tout ce qu'ils ont à faire pour accompagner ces résidents-là. D'accord. Alors, on a une question de Christophe. Rencontrez-vous des difficultés avec les modules de transfert? Est-ce que vous pouvez développer votre question? Comment ça, les modules de transfert? Il est en train de taper. Est-ce qu'il y avait d'autres questions en attendant? L'élève personne. Non. Pourquoi est-ce que ça pourrait poser pourquoi ça pourrait poser des difficultés? En tout cas, j'ai un résident dans une masse qui est équipée et je sais que justement, je sais qu'on utilise l'élève personne parce qu'il avait eu un incident, etc. dont on en avait parlé. Mais il n'y avait pas de problème avec la domotique vu qu'au final, il a une installation sur son lit. Donc sur son lit, il avait déjà un bras de support en fait, qui est fixé avec son interface numérique et puis son contacteur qui est posé à côté. Et donc quand on va faire le transfert, au final, on ne prend pas du tout l'interface numérique ou le contacteur, ça reste sur le lit. C'est quelque chose qui est à part. En fait, c'est à part. Et sur lui, il ne va rien avoir. Donc, on fait le transfert très facilement. Et une fois qu'il arrive dans son fauteuil, sur son fauteuil, il y a déjà un bras de support qui, toujours, quand on va installer le matériel, en tout cas, et qu'on l'installe avec les ergothérapeutes, on a toujours des indications en mode... par exemple, moi, je sais qu'il y a des endroits sur le lit où il ne faut pas que je mette le bras de support parce que les aides-soignantes, quand ils arrivent, ils enlèvent la barrière, ils la descendent. Donc, tout ça, c'est étudié en amont en mode on sait où faut pas mettre... Enfin, on sait où ne pas mettre les bras de support, etc. Et puis, quand il arrive sur son fauteuil, il a déjà son bras de support. Parfois, après, la personne qui l'aide a juste à décrocher le téléphone qui était sur le lit et à le clipser. C'est un système d'aimant très fort, donc ça se fait très facilement. Et il le clipse sur le lit, sur le fauteuil, sur le bras de support du fauteuil. Et après, il a son contacteur, soit un deuxième contacteur ou le même contacteur qu'on le déplace. Et il n'y a pas de souci pour ça. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, Christophe, mais sinon, en tout cas, non, il n'y a pas de problème de compatibilité avec un mode d'interaction ou le contrôle d'environnement avec les transferts, c'est complètement compatible. Existe-t-il de la domotique spécifique adaptée aux adultes autistes? Alors oui, il en existe, pas pour nous. En tout cas, nous, on n'est pas spécialisé pour les adultes avec des troubles de l'autisme. Mais je sais que j'ai rencontré
en tout cas au salon de Autonomique qu'on a fait il y a un an, c'était il y a un an déjà maintenant. Il y avait 2 boîtes qui étaient pas très loin de nous, avec qui j'ai échangé, très sympa d'ailleurs, qui eux sont spécialisés sur les troubles autistiques, et aussi j'avais vu par exemple spécialisés aussi pour les personnes atteintes de surdité. Voilà. C'est vrai qu'après on n'est pas beaucoup spécialisés dans chaque secteur, mais nous on va pas le faire, mais en tout cas ça existe. Voilà, j'ai plus le nom. C'est dommage, j'aurais pu conseiller. Ouais, si tu le retrouves peut-être. C'est vrai, si je le retrouve, mais ça existe, mais en tout cas, pas chez Jim. On va vraiment se concentrer sur le contrôle de l'environnement et donner accès à l'interface et au contrôle. À quelle typologie de public on peut s'adresser, nous? À 80%, ça va être des troubles moteurs, mais on va quand même avoir du polyhandicap, ça aussi. Alors, le polyhandicap, souvent, on le sous-estime. Je sais que j'ai beaucoup d'ergothérapeutes ou même parfois des directeurs qui disent oui, non, mais là, c'est le polyhandicap, c'est mort, c'est pas possible. Ça dépend. J'ai envie de dire qu'il faut toujours faire soit des évaluations, voir au cas par cas, mais parfois, on peut avoir de bonnes surprises, surtout quand on couple la domotique avec la CAA, parce que des fois, c'est des personnes non verbales. Et donc, on ne le sait pas forcément vu qu'elles ne l'expriment pas. Mais dès qu'on leur montre et qu'on prend le temps de leur expliquer, on peut avoir des belles surprises. Oui, parce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas dit non plus, c'est qu'aujourd'hui, avec Jib, il est possible de contrôler la domotique avec les yeux. Oui, tout à fait. C'est un des outils d'interaction qui est possible, la commande oculaire, qu'on va coupler aussi avec des logiciels de communication pour faciliter tout ça. Mais c'est possible aussi avec les yeux de contrôler sa domotique. Donc, avec une tablette oculaire voilà, ça, avec une tablette tactile et une commande oculaire, je peux retrouver l'accès à la communication et je peux aussi ouvrir ma porte, par exemple. Oui, exactement. Ok. Top. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce qu'on a raté des questions qui arrivaient dès le début? Je pense pas. Non, c'est bon. En tout cas, ce qui est certain, c'est que si vous avez des questions spécifiques ou que vous souhaitez prendre contact avec nous, que ce soit pour estimer un besoin, peut-être avec Danae, ou poser quelques questions, vous pouvez nous envoyer un mail à contact@jibom ou tout simplement aller sur le lien ci-dessous et puis c'est toi qui reviens vers eux. C'est ça. Oui, puis même juste pour prendre le temps d'échanger, voir ce qui est possible de faire en fonction du public de la structure, ce qu'on peut mettre en place. Ça coûte rien. Moi, c'est avec plaisir que je fais des premières qualifications. Donc, ça ne vous engage à rien du tout, hein. C'est juste échanger, être à l'écoute de votre besoin et de voir ce qu'on peut mettre en place. Ok. Mais oui, le plus dur, quand même, ce que je peux remarquer aussi, c'est le manque. Réussir à faire circuler l'information. Parfois, c'est pas évident aussi, parce qu'au final, beaucoup de directeurs ou même d'ergothérapeutes ne sont pas au courant. Et je pense que c'est le plus difficile à essayer de. Ouais, c'est tout un travail d'y remédier. de faire connaître ce qu'il est possible de faire. Ça met quelques temps. Parfois, ça m'arrive, voilà, les personnes qui sont là, j'aurais aimé vous connaître avant, pourquoi vous n'existez pas avant, etc. Mais bon, ça, doucement, mais sûrement, on arrive à toucher de plus en plus de monde par le biais d'actions comme celle-ci, par exemple. Bon, c'est top. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, sinon on va terminer, je pense, l'événement. Est-ce que tu as un mot de la fin, toi, Dan? Équipez-vous en domotique, c'est super pour vos résidents et surtout pour leur redonner le goût de vivre et les aider à toujours se dépasser. Super. Bon, bah, merci beaucoup, merci à tous. Merci Isabelle pour votre commentaire. Très beau compliment. Oui, merci. Très bonne fin de journée à vous. Et je vois Christophe qui est en train de taper peut-être une question. Merci, bonne journée. Bon, bah, bonne journée à tous et à très bientôt. Merci. Au revoir.